Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on regarde l'un des premiers jeux que j'ai découvert dans l'univers ludique. Il s'agit également d'un jeu que j'ai récemment qualifié comme étant le jeu auquel je jouerais à tous les jours si j'en avais la possibilité. Il s'agit de Seven Wonders. Alors, un jeu que j'apprécie beaucoup. On commence par regarder les règles et je vous reviens avec mon appréciation personnelle dans la seconde vidéo. On regarde ça. Au début de la partie, les joueurs auront à démêler les paquets de l'âge 1, de l'âge 2 et de l'âge 3 qui représentent les trois phases d'une partie de Seven Wonders. Vous aurez également à retirer certaines cartes du jeu, tout dépendant du nombre de joueurs autour de la table. Comme dans ce cas-ci, si on simule une partie à 4 joueurs, vous aurez à conserver toutes les cartes avec le chiffre 3 et le chiffre 4. Et ainsi de suite, si vous jouez à 6, tous les nombres jusqu'à 6. Une fois que ce sera fait, vous aurez également certaines cartes guildes pour l'âge 3 à ajouter au paquet. Alors, tout dépendant encore une fois du nombre de joueurs, ça va changer le nombre de cartes que vous aurez à ajouter au paquet. Alors, dans le cas d'une partie à 4 joueurs, vous ajouteriez 6 cartes au milieu du paquet que vous brasseriez par la suite pour plus tard dans la partie. Puis les joueurs vont piocher une carte de façon aléatoire, une carte merveille qu'ils vont placer devant eux. Tous les joueurs vont par la suite tourner la carte d'un côté ou de l'autre sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté et vont simultanément retourner leur carte. Ce qu'on voit comme information sur la face de la carte, c'est la merveille que vous pourrez construire. Alors dans ce cas-ci, les jardins suspendus de Babylone. Et selon le côté que vous aurez mis au sommet, ça va tout simplement correspondre. Comme vous voyez ici, nous avons tous les plateaux de jeu. Alors nous avons ici les jardins de Babylone, côté A et côté B. Alors dans ce cas-ci, le joueur a placé sa carte du côté A sans le savoir. Alors il jouera avec les jardins de Babylone, le plateau du côté A. Alors, on reviendra un petit peu plus tard à la description du plateau. Les cartes merveilles peuvent être mises de côté, on ne s'en servira plus pour le reste de la partie. Et chaque joueur va récolter 3 pièces d'argent qu'il va placer sur son plateau. Finalement, juste avant de débuter la partie, chaque joueur va recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes qui vont composer sa main. Lors de son tour de jeu, un joueur doit effectuer une action parmi les 3 actions suivantes. Premièrement, il va ramasser les 7 cartes auxquelles accès au début de la partie, auxquelles il a accès, les consulter, et vous devez savoir que les cartes représentent des bâtiments que les joueurs peuvent construire. Alors la première action qu'il pourrait décider de faire serait de choisir une carte et de la construire. On reviendra aux restrictions un peu plus tard. Donc première action, construire une carte, construire un bâtiment. La deuxième action possible, il peut choisir une carte encore une fois, choisir un bâtiment, défausser la carte et récolter 3 pièces d'argent. Et finalement, troisième action possible, il peut encore une fois décider de choisir un bâtiment, de le sacrifier pour, à la place, construire les étapes de sa merveille. Dans ce cas-ci, le jardin de Babylone. Lorsqu'un joueur va consulter sa main, il sera très important pour lui de savoir ce que chacune des cartes a comme pouvoir ou comme avantage. Donc,
Lors d'une partie de Seven Wonders, vous rencontrez jusqu'à 7 cartes différentes, mais seulement 6 cartes différentes en début de partie. Alors si on regarde rapidement ce que chacune des cartes font, nous avons les cartes brunes qui sont des ressources brutes, alors des ressources dont vous aurez besoin pour construire certains bâtiments plus élaborés plus tard dans la partie. À noter que chaque plateau de jeu vient avec déjà une ressource de base, une ressource brute, auquel les joueurs ont accès. Nous avons également les cartes grises qui sont des ressources avancées, alors des ressources scientifiques reliées à la science. Nous avons les cartes jaunes qui sont des cartes de commerce, alors qui nous donnent des avantages comme par exemple un rabais lorsqu'on veut utiliser les ressources de notre voisin ou de l'argent parfois. Nous avons également les cartes bleues qui nous donnent, ce sont les cartes civiles, alors qui nous donnent des points en fin de partie. Les cartes rouges qui sont des cartes militaires, donc qui nous donnent un avantage au combat sur nos voisins. Et finalement, les cartes vertes qui ont différents symboles sur celles-ci, qui sont des cartes scientifiques qui peuvent nous amener une panoplie de points à la fin de la partie. Nous avons parlé des 3 actions possibles pour les joueurs. Alors, ce qui est particulier par contre, lors du draft, c'est-à-dire que les joueurs vont consulter leurs mains, vont choisir une carte qu'ils veulent jouer pour l'une des 3 actions que j'ai énoncées un peu plus tôt, vont la placer devant eux face cachée. Pendant ce temps-là, tous les autres joueurs autour de la table font la même chose. Alors, ça se joue simultanément. Et qu'est-ce que le joueur fait avec les cartes restantes? Il les met ensemble et va les passer à son voisin en suivant la flèche juste ici. Donc, au prochain tour, notre voisin aura accès aux cartes que l'on n'aura pas prises et évidemment, notre voisin de droite, dans ce cas-ci, va nous remettre les cartes qu'il n'aura pas prises. Alors, mais avant de consulter ces cartes-là, les joueurs vont de façon simultanée dévoiler la carte qu'ils auront choisie. Nous avons dans ce cas-ci des cartes qu'on pourrait jouer totalement gratuitement, c'est-à-dire qu'on les place devant nous, classées par couleur, et on pourrait y avoir accès à partir de maintenant en tout temps, mais il y a certaines cartes qui ont un coût. Parfois en pièces d'or, c'est-à-dire qu'on doit, lorsqu'on la joue pour construire le bâtiment en question, on doit donc défausser le nombre de pièces correspondant, dans ce cas-ci une pièce, et certaines autres cartes nous demandent d'avoir des ressources disponibles pour pouvoir les construire. Dans ce cas-ci, il me faudrait des parchemins ou du minerai. Au début de la partie, je ne produis que des briques, de l'argile, alors ce serait impossible pour moi de construire ces 2 cartes-là en début de partie. D'où l'importance d'aller chercher certaines cartes de ressources premières, de ressources brutes, afin d'élargir les possibilités pour moi de construire des bâtiments beaucoup plus intéressants. L'une des possibilités, par contre, pour le joueur, serait de dire qu'il décide de construire la caserne, il doit payer du minerai. Par contre, il n'en produit pas. Et c'est là où est-ce que l'aspect de communication va entrer en jeu. Alors, le joueur est assis à une place à table, il va pouvoir consulter son voisin de droite, son voisin de gauche. Si l'un d'eux produit du minerai, il peut alors emprunter cette ressource-là à un coût évidemment. Alors, le joueur va devoir déverser de l'argent au joueur en question, mais pourra utiliser sa ressource afin de construire les bâtiments qu'il désirait construire. Évidemment, ça peut devenir très lucratif pour les voisins de prêter comme ça à un joueur les ressources dont il a besoin. Par contre, les voisins ne peuvent en aucun cas refuser une transaction. Voici donc à quoi pourra ressembler le plateau personnel d'un joueur après quelques tours de jeu. Vous remarquerez qu'on classe les cartes par couleur, sauf les cartes de ressources. On peut les regrouper ensemble et on essaie de les placer de façon horizontale afin de voir évidemment l'effet de la carte, mais aussi le nom de la carte, puisqu'il est interdit pour les joueurs de posséder 2 cartes du même nom. Alors le joueur au courant de la partie ne pourra jamais avoir 2 hôtels devant lui.
On a donc parlé de l'étape de construction de bâtiment. Une autre étape qu'il serait possible, en fait une autre action qu'il serait possible d'effectuer pour un joueur serait de consulter les cartes de sa main, décider d'en mettre une de côté. Lorsque vient le temps de dévoiler sa carte, le joueur ne la dévoile pas et fait simplement il indique au joueur qu'il décide de défausser sa carte pour récolter 3 pièces d'or qu'il va placer sur son plateau et c'est la fin de son tour. Troisième et dernière action qu'un joueur peut effectuer, on en a parlé plus tard, il s'agit de la construction de sa merveille. Alors dans ce cas-ci, le joueur a 3 étapes pour réussir à construire sa merveille et les étapes peuvent être construites dans n'importe quel âge de la partie. Alors à l'âge 1, il est possible d'en construire 2 étapes si c'est possible ou de toutes les construire à l'âge 3, c'est libre à vous. Par contre, on devra effectivement construire la base de la merveille avant de construire le sommet. Alors un joueur, au cours de son tour, va consulter les cartes qu'il a en main, encore une fois, va en sélectionner une, il va la placer devant lui face cachée. Lorsque viendra le temps de dévoiler sa carte, il ne la dévoilera pas, mais va indiquer aux autres joueurs qu'il va construire une étape de sa merveille. Il place donc la carte juste ici, sous l'étape qu'il a construite. Il va évidemment consulter s'il a le coût nécessaire. Dans ce cas-ci, il lui faut 2 argiles pour construire cette étape qu'il produit déjà, juste ici. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait dû acheter les ressources à ses voisins ou aurait dû effectuer une autre action. Et à partir de maintenant, aussitôt qu'un joueur construit une étape, il a accès à l'avantage qui est illustré juste ici. Dans ce cas-ci, 3 points à la fin de la partie. Imaginons donc que c'était le dernier tour de la manche actuelle de l'âge 1. Alors les joueurs auront au dernier tour 2 cartes en main. Le joueur qui était juste ici avec les jardins de Babylone a décidé d'utiliser une carte pour construire sa merveille. La carte qu'il n'a pas prise sera alors défaussée. Même chose pour tous les autres joueurs. Et c'est la fin du premier âge. Avant de passer au second âge, juste ici, il y aura un conflit militaire à régler avec les 2 civilisations voisines. Alors, dans le cas de notre pauvre civilisation de Babylone, nous avons le voisin juste ici, le temple d'Éphèse, et de l'autre côté, imaginons qu'il y a une autre civilisation. Et on va consulter la puissance militaire de nos 2 voisins. Alors, dans ce cas-ci, les pauvres Babyloniens sont très pacifiques et n'ont aucune carte militaire, alors que du côté d'Éphèse, nous avons 2 puissances militaires. Alors, dans ce cas-ci, les Éphésiens sont en train carrément de péter la gueule aux Babyloniens. Alors, il y aura une défaite militaire pour les Babyloniens et une victoire militaire pour les Éphésiens. Ce sont tout simplement des points qui vont leur être ajoutés à la fin de la partie pour les victoires, évidemment pour les victorieux, et des points qui seront retirés en fin de partie pour ceux qui sont, disons, tout simplement perdants. Évidemment, les Babyloniens auraient à se comparer avec leur autre voisin. C'est possible qu'ils aient 2 défaites dans la même ère, dans la même phase, mais c'est possible que le voisin en question n'ait pas développé de militaire non plus. Dans ce cas-ci, ce serait nul, donc il n'y aurait aucun jeton supplémentaire qui viendrait s'ajouter, mais ce pourrait, si les Babyloniens avaient décidé de construire une carte militaire, qu'ils gagnent le combat sur leur voisin de gauche et qu'ils amassent 1 point en fin de partie. Bien important de conserver tous ces jetons-là, même si les points ont l'impression de s'annuler. C'est important de les conserver. À savoir également qu'une défaite vous enlèvera toujours 1 point. Mais une victoire lors du premier âge vous donne 1 point, une victoire lors du deuxième âge vous donnera 3 points, et une victoire lors du troisième âge vous donnera 5 points. Alors, c'est peut-être une stratégie pour vous. Une fois que les conflits militaires auront été réglés au bonheur de certains et au malheur d'autres, vous pourrez distribuer les 7 nouvelles cartes du second âge. Et vous remarquerez que ces cartes sont beaucoup plus efficaces, ont un coût extrêmement plus élevé également, mais vous apporteront des
bonus, des avantages nettement mieux qu'au premier âge. Vous remarquerez également les petites banderoles juste ici à côté du coût de certaines cartes. C'est pour vous illustrer que certaines cartes seront gratuites, que vous n'aurez pas besoin de dépenser les ressources demandées si vous avez préalablement le bâtiment qu'on vous demande. Dans ce cas-ci, vous pourrez construire la bibliothèque gratuitement si vous avez préalablement le scriptorium dans votre civilisation. Ce n'est pas le cas ici, mais c'était le cas de la civilisation d'Éphèse qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le joueur pourrait construire cette carte-là gratuitement, même s'il n'a pas les ressources demandées. Alors, on continue comme ça, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à la fin du deuxième âge, puis on résout le conflit militaire. Ensuite, l'âge 3, on distribue les 7 cartes. Vous remarquerez que ces cartes-là sont encore plus puissantes que celles du deuxième âge, mais ont des coûts qui sont encore plus élevés, comme vous le voyez. Nous avons également certaines bannières qui vous offrent la possibilité de construire ces cartes gratuitement. Mais ce qui est nouveau au troisième âge, ce sont les cartes de guilde. Alors, des cartes qui ne vous donnent aucun avantage immédiatement, mais qui vont vous donner des avantages en fin de partie, selon certains critères, comme dans ce cas-ci. La guilde des travailleurs vous donnera 1 point en fin de partie pour chaque carte brune que vos voisins auront à la fin de la partie. Ou la guilde des philosophes qui vous donnera 1 point en fin de partie pour chaque carte de science que vos voisins auront. Au terme du troisième âge, vous résolverez le dernier conflit militaire avec vos voisins comme à l'habitude, puis vous pourrez jeter un œil à votre merveilleuse civilisation juste avant de sortir ce petit calepin qui vous aidera à comptabiliser les points de fin de partie selon une panoplie de critères comme les points attribués grâce au combat, l'argent restant en fin de partie, les points attribués par les étapes construites de votre merveille, les points de carte civile, les points de carte de commerce, les points de guilde, les points pour les cartes scientifiques. Vous additionnerez tous ces points et vous comparerez vos pointages pour finalement avoir un grand vainqueur. Et voilà pour Seven Wonders. Je vous invite à consulter la vidéo de mon avis personnel si vous voulez avoir d'autres informations sur les extensions, les multiples extensions de ce jeu-là, mais également avoir quelques informations sur mon avis, ma critique personnelle sur ce jeu, à savoir si c'est un must ou non. Merci à tous, à la prochaine.